grand dialogue. Sigi Kafoba. Idawani Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Corruption, achat de conscience, ces pratiques qui minent nos élections, c'est le thème qui sera abordé au cours de ce grand dialogue. Les élections sont généralement contestées dans les pays à revenus faibles. Les candidats ou partis perdants dénoncent parfois des fraudes électorales liées à la corruption, à l'achat de conscience. Le Mali n'est pas étranger à ces pratiques. Le pays s'apprête à organiser le second référendum de son histoire démocratique le 18 juin prochain. Ces pratiques de corruption et l'achat et d'achat de conscience sont-elles déjà constatées sur le terrain? Comment les combattre en période électorale? Les citoyens sont-ils suffisamment conscients des effets néfastes de ces actes? Nous en parlerons aujourd'hui dans le grand dialogue avec nos invités. Saliou Guro, membre de la plateforme Facilitation la libre circulation des personnes et des biens, Sira Diara. Salia Kariba Traoré, coordinateur de projet à la coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali, COSEM. Diolo Sissé, coordinateur de l'EJ de Yurosso au téléphone, qui à l'entame de ce grand dialogue reste injoignable. À la présentation, je suis Imrana Kilomega, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Salut Giro, des pratiques déloyales sont-elles constatées en période électorale au Mali? Oui. Je voudrais d'abord commencer par saluer tous vos auditeurs. Remercier à Studio Tamani pour l'invitation. Oui, ces pratiques sont constatées, malheureusement. C'est la question de corruption. C'est une pratique qui s'étend à tous les domaines, mais également donc au domaine électoral. Ça se passe comment? Il y a les pratiques avant, donc pendant la campagne électorale, et il y a les pratiques pendant le vote. Avant la campagne, c'est faire des cadeaux, c'est d'acheter, on peut dire, les gens pour qu'ils votent en faveur d'un candidat donné. Et c'est la même chose qui est reconduite le jour du vote. Et on trouvera toujours une technique pour que quelqu'un entre, vote, sorte avec des bulletins des bulletins de vote et récupère de l'argent. C'est principalement de cette façon que les voix sont achetées. D'accord. À ma connaissance. Salia Kariba Traoré, vous êtes de la COSEM, vous êtes un observateur au cours pendant les élections. Est-ce que vous avez constaté des pratiques déloyales dans les élections au Mali? Ok, merci bien, M. Imran. Permettez-moi à l'entame de mes propos de saluer les téléspectateurs. Effectivement, en tant qu'observateur national, ici au Mali, nous voyons que effectivement, ces faits sont avérés et c'est de façon courante durant le processus électoral. Donc, comme le doyen l'a dit, durant la phase préélectorale, donc nous voyons lors de la campagne ou bien de la distribution même des cartes d'électeurs, nous voyons qu'il y a des achats de conscience à travers des ustensiles, à travers des kits et à travers également des consignes qui sont données aux citoyens à certains égards pour qu'ils puissent voter. Et le jour du scrutin également, nous voyons également qu'il y a ces mêmes achats de conscience qui se font dans les centres de vote avec l'argent, mais il y a également des bourrages d'urnes qui se font. Donc durant la phase post-électorale également, ça peut influer, notamment sur les principaux acteurs. Donc effectivement, cette corruption est monnaie courante. Malheureusement, dans la vie politique, dans la vie électorale ici au Mali, malgré qu'au niveau de la législation, au niveau de la loi électorale, notamment en son article 83, donc il y a une disposition qui est là par rapport à ces interdits. D'accord. Est-ce que ces pratiques sont répandues sur l'ensemble du territoire national pendant les élections? Évidemment, ces pratiques sont répandues sur l'ensemble du territoire, mais nous, en tant qu'organisation de la société civile, vous allez trouver également que peut-être il y a des régions qui diffèrent de certaines régions. Donc cela peut s'expliquer également par la situation sociopolitique à un moment donné et également de la réalité du terrain durant les scrutins.
Donc ça peut influer également, mais ça existe sur l'ensemble du territoire. D'accord. Saliou Guiro, un électeur doit-il accepter un pot de vin ou toute autre forme de corruption en échange de son suffrage? Non, évidemment. C'est de la corruption. Même en dehors des élections, aucun citoyen ne doit accepter de pot de vin pour se compromettre en quelque sorte en faisant plaisir à celui qui donne ce pot de vin. Et pour les élections, ce n'est pas concevable que quelqu'un accepte de l'argent pour voter pour une personne. C'est un principe, c'est comme si tu as vendu ton âme. C'est pas acceptable. Est-ce à dire qu'au Mali, il arrive à faire voter des gens qui ne votent pas? Alors ça, j'imagine, quand les agents électoraux sont défaillants, ne sont pas d'une probité morale à toute épreuve, j'imagine que cela peut arriver. Parce que c'est des responsabilités qu'on confie à des personnes. Et encore une fois, partout où il y a la corruption, il y a ce risque, malheureusement. D'accord. Vous avez parlé de cas d'achat de conscience au Mali. Comme vous l'avez dit, il est constaté des cas d'achat de conscience. Est-ce que c'est généralisé dans toutes les élections ou c'est seulement quelques élections dans lesquelles il peut y avoir ces cas de pratique? Bon, malheureusement, comme je suis là en tant que membre de la COSEM, depuis que la COSEM a été mise en place, les élections auxquelles nous avons eu à observer, malheureusement, nous voyons que ces cas sont généraux. Donc ces cas sont généralisés, effectivement, durant ces élections où nous avons observé. En tant que citoyen lambda, depuis que j'ai eu également l'âge légal de voter, je vois que ces pratiques sont monnaie courante. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui, malheureusement, l'achat de conscience durant nos élections. Mais si vous essayez de voir également l'atmosphère politique, vous voyez qu'il y a un fossé qui est là entre les gouvernants et les gouvernés. Malheureusement, le citoyen malien ne croit pratiquement plus aux politiciens. Donc de ce fait, ils se disent, bon, il est bon pour moi aujourd'hui d'avoir cet argent. Mais alors que dans le subconscient, ce qu'ils oublient, c'est que c'est ces premiers responsables également qui sont en train d'élire. Donc c'est ces responsables qui influent justement sur les politiques. Parce que c'est ces premiers responsables, une fois qu'ils sont élus au niveau de l'hémisphère d'un État, donc c'est eux qui influent sur les politiques. Donc le citoyen qui doit justement jouer ce rôle de veille citoyenne, si ce dernier même est corrompu et qui se disent que les politiciens ne sont pas exempts de tout reproche, donc moi, il serait bon pour moi de prendre cet argent tout de suite, alors que cet argent, vous allez le prendre tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe durant les 5 dernières années? Et justement, certains citoyens ne réfléchissent pas à cela. C'est pour cela qu'il est extrêmement important ici au Mali que les citoyens arrivent à comprendre que le choix de nos leaders, le choix de nos premiers responsables influe largement sur la vie de la nation. Donc il est extrêmement important de pouvoir choisir un citoyen, c'est-à-dire les premiers responsables, donc qui ont un programme digne de ce nom et qui ont également une vision pour l'État. Donc c'est la seule manière que nous pourrons permettre à ce que nous pouvons influer davantage sur ces personnes et nous pourrons également faire de telle sorte que le pays puisse être bien gouverné, donc que nous puissions renforcer notre démocratie et également l'état de droit. Et que dit la loi électorale concernant ces cas de pratique d'achat de conscience et de corruption? D'accord. Donc si on regarde par exemple l'article 83, comme je le disais tantôt, que je vais lire rapidement, on dit que les pratiques publicitaires à caractère public, et ça c'est durant la campagne électorale, donc on dit que les pratiques publicitaires à caractère politique et commercial, savoir les offres de tissus, des t-shirts, d'ustensiles, de cuisine, de stylos, de porte-clés, de calendriers, ainsi que leur port et leur usage, les dons et les libéralités, et argent ou en nature à des fins de propagande pour influencer et tenter d'influencer le vote durant la campagne électorale sont interdits dans la convocation du collège électoral. Et dans l'alinéa 2 également, il est dit que sont également interdites les faveurs administratives faites à un candidat quelconque. Bon, malheureusement, nous voyons que, au fait, dans la loi électorale, la disposition est là par rapport à l'interdiction, mais la loi n'est pas renforcée davantage pour pouvoir sanctionner les personnes qui s'adonnent à ces pratiques.
Donc il n'y a pas de sanctions. Malheureusement, on dit que c'est de même l'utilisation des bixtellers, vous voyez, donc il n'y a pas une sanction proprement dite à ce niveau, au niveau de la loi électorale, pour pouvoir sanctionner davantage. Donc il faudrait avoir des mécanismes importants à ce niveau, donc pour pouvoir sanctionner ces auteurs, pour que nous puissions réguler justement ces achats de conscience. Saliou Guiro, les électeurs savent-ils que le vote est un droit et un devoir pour chaque citoyen? Manifestement non. Si je me réfère à ce que vient de dire le Kadié Traoré, ils ne connaissent pas la valeur de leur vote. Ça veut dire qu'il y a un gros travail à faire en amont pour que le citoyen lambda sache ce que représente son vote. Ça, c'est le travail d'information et de sensibilisation. Mais ensuite, il faudra que dans la vie publique, ils se rendent compte que ceux qui ont été élus sont suffisamment responsables et qu'ils incarnent justement les valeurs qui leur sont enseignées ou qu'ils acquièrent pendant ces périodes de sensibilisation et d'information. Et ces valeurs-là sont mises en avant par les élus. Malheureusement, la corruption est devenue si banale que il y a du chemin à faire, vraiment. Il y a du chemin à faire. Et quelle est la valeur, selon vous, d'un vote? La valeur du vote, c'est très simple. C'est choisir la personne en qui tu as confiance quand il s'agit de candidats, le parti auquel tu as confiance s'il s'agit de parti, ou tout simplement dans le cas actuel où prochainement on va voter le référendum, le projet de constitution, voter pour une constitution qui, selon toi, correspond à tes attentes. Si tu n'as pas compris ça, tu ne peux pas accorder de l'importance à ton vote. Qu'est-ce qui explique, selon vous, l'ampleur de ce phénomène pendant les élections, pendant les scrutins dans le pays? Premièrement, c'est la banalisation de la corruption. Ça, depuis longtemps, nous vivons dans cet environnement où la corruption, la fraude, le petit vol, c'est devenu banal. Et deuxièmement, c'est qu'ils ne savent pas ce que représente leur vote. On revient toujours à la même chose. Ce vote-là, il représente quoi? Et si on prend les 30 dernières années, on a voté, mais c'est toujours la même chose. J'ai dit tout de suite, il faut informer, sensibiliser, mais il faut aussi que dans le comportement des élus et des responsables de l'État, on sente qu'ils incarnent des valeurs. Mais si on ne le sent pas, là, le commun des mortels se dira, c'est une mascarade. Il faut que cela change dans la conscience des citoyens. C'est très important. D'accord. Je rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs que nous avons toutes nos tentatives pour avoir un représentant de l'Ège national sur ce plateau sont restées vaines. Le coordinateur de Yorosso également, que nous avons eu au téléphone, qui a accepté de participer à ce débat, est resté injoignable au début de ce débat. Dites-nous, le Mali s'apprête bientôt à faire le second référendum de son histoire démocratique le 18 juin prochain. Est-ce que déjà des cas de corruption ou d'achat de conscience sont constatés sur le terrain? D'accord. Donc, lors de nos déploiements, lors du déploiement des observateurs de la COSEM, d'ailleurs,
qui prendra fin bientôt. Donc par rapport à la première semaine de la campagne, nous avons constaté des cas de violation de la loi électorale. Déjà. Donc nous avons noté bien avant, par exemple, la campagne devait s'ouvrir le 2 juin. Parce que dans la loi électorale, pour le référendum, donc la campagne s'ouvre 16 jours, le 16e jour avant le jour du scrutin. Donc pour les autres élections, je pense que c'est le 21e jour, si j'ai bonne mémoire. Donc nous avons vu que depuis le 2 juin, donc les deux camps, c'est-à-dire les camps du oui et les camps du non, avaient déjà commencé à donner des directives par rapport au choix à certains citoyens, à leurs militants. Et ça, c'est déjà une violation de la loi électorale. Et au cours de la loi électorale et au cours de la période de la campagne présentement, nous voyons également qu'il y a certains cas également de la loi électorale qui sont violés. Notamment, c'est le cas de l'alinéa 2 de l'article 83 que je viens de dire, par exemple, où sont interdites également toute faveur et toute ingérence administrative. Et malheureusement, ces derniers jours, nous voyons qu'il y a des lettres circulaires qui passent où c'est l'administration même qui est demandée à se rendre à des meetings. Et ça, c'est une violation de la loi électorale. Et l'autorité indépendante de gestion des élections doit justement jouer sa partition au respect strict de la loi électorale par rapport à la campagne. Mais en ce qui concerne l'achat de conscience à travers la monnaie, donc les observateurs de la COSEM n'ont pas constaté ces faits durant la première semaine de la campagne électorale. Donc nous continuons d'observer et nous allons rendre compte à qui de droit à travers un communiqué. Et qui sont selon vous responsables de l'aggravation de ce phénomène? Justement, l'aggravation de ce phénomène est à tous les niveaux. À tous les niveaux, pourquoi? Parce que les premiers acteurs qui doivent justement respecter la loi, s'ils ne le font pas, donc il en va de soi que l'autre camp, c'est-à-dire que ce soit les décideurs, que ce soit les candidats ou bien leurs protagonistes également, pourront jouer justement au même jeu. Donc je pense qu'à un moment donné, nous sommes tous comptables, mais qu'à cela ne tienne, il y a des degrés de responsabilité. Comme je le disais tantôt, il faut que l'autorité indépendante de gestion des élections doive jouer pleinement sa participation du respect strict de la loi électorale en faveur de tous les partis. Chaque parti, que ce soit du oui, parce que nous sommes pour le référendum, il y a deux camps, il y a le camp du oui et le camp du non. Donc l'EJ doit justement jouer sa partition pour que les deux camps puissent respecter justement les dispositions qui se trouvent au niveau de la loi électorale. D'accord. Salih Guro, la citoyenneté est-elle réellement expliquée aux Maliens? Les Maliens savent réellement ce que veut dire la citoyenneté? Vraiment compliqué de répondre à cette question. Déjà, citoyenneté, c'est un mot français. Je crois que de plus en plus, il faut qu'on explique des concepts à nos concitoyens dans nos langues nationales. Citoyenneté, moi je comprends, toi, lui, quelques auditeurs, mais la plupart des Maliens ne savent pas ce que ça veut dire, être citoyen. Oui. Ça doit être expliqué aux Maliens. Et on doit leur expliquer dans nos langues nationales. Leur dire qu'ils ont, chacun a un rôle dans ce pays-là. En tant que citoyen, on doit s'investir pour le devenir du pays. En tant que citoyen, bien entendu, on a beaucoup d'obligations. On a aussi des droits. Ça doit être expliqué. Les obligations, il y a l'obligation de vote, par exemple. Un vote, disons, réfléchi. Au début du débat, tu disais que dans les pays à faible revenu, les élections sont contestées. Il semble que c'est partout au monde. Il n'y a pas longtemps, les élections qu'il y a eu aux États-Unis, je crois qu'il y a eu de longues contestations. Et finalement, le Congrès a même été pris d'assaut par des Américains. C'était une image incroyable. Donc, c'est partout au monde. Les citoyens, finalement, se demandent si leur vote compte réellement. Je vais revenir là-dessus plusieurs fois. Il faut que ceux pour qui ils ont voté pour les représenter incarnent les valeurs qu'on cherche à leur inculquer, eux, citoyens. Tant que ce ne sera pas le cas,
il y aura cette désaffection des électeurs par rapport à tout vote. Vote de personnes, vote de constitution ou de toute question soumise à référendum. Vous avez parlé tantôt qu'il y a avant les élections et pendant les élections qu'il y a des pots de vin qui sont distribués. Est-ce à dire que ces cas de pratique sont en train de devenir des réalités ici au Mali, que les électeurs mettent en tête que sans ça, je ne donne pas ma voix? Ah oui, évidemment. Quelquefois, je crois, dans certaines localités, peut-être à Bamako ici même, c'est les chefs de famille qui sont au devant, qui mobilisent autour d'eux. Et tel parti politique est venu distribuer des sacs de sucre ou du riz ou des choses comme ça. Mobiliser. C'est pour ce parti qu'il faut voter. Avez-vous déjà été témoin de ces cas? Oui, dans mon quartier. Ici à Bamako? À Bamako, ici. Et comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Les hommes politiques sont venus, ils ont distribué des sacs de riz, des sacs de sucre. Mais c'est pour mobiliser les gens autour de leur parti, de leur cause. C'est une pratique depuis le début de l'ère démocratique. Moi, je pense que cette pratique est une réalité. Avant, je ne sais pas. Avant, c'était un parti unique. Salia, qu'est-ce qui explique l'amplification de ce phénomène pendant les scrutins? Oui, comme je le disais au début de mes propos, c'est qu'il y a un véritable fossé entre les gouvernants et les gouvernés. Donc le citoyen lambda, pratiquement la majorité, n'a plus confiance aux politiciens. Parce qu'ils se disent que c'est les mêmes personnes, ils viennent à l'approche des élections donc, pour demander nos voix. Donc une fois qu'ils ont nos voix, donc malheureusement on ne les voit plus. Donc c'est pour cela que le citoyen se dit il serait important pour moi de prendre cet argent, ce pot de vin, pour faire passer ce moment. Et c'est ce que je disais. En fait, ce que le citoyen ne sait pas, c'est que si vous ne votez pas, ou bien si vous faites cela, donc ça veut dire que ça revient à laisser aux autres la possibilité de décider pour vous. Parce que si vous le faites, et je l'ai dit, vous ne pourrez pas influer sur les politiques. Alors que c'est le choix de ces politiques justement qui pourront influencer, que ce soit de façon directe ou bien indirecte, aux électeurs. Parce que les personnes qui sont élues, donc à ce niveau, justement, c'est eux qui décident, qui ont les responsabilités dans le cadre de la définition, de la mise en place de la politique de la nation. Donc, tout ce qui rentre dans le cadre de la santé et de l'éducation, du bien-être de l'électeur, passe forcément par ces personnes. Donc, justement, il est important que le citoyen lambda puisse connaître justement l'importance de sa voix pour dire que je ne dois pas donner ma voix à n'importe qui. Et malheureusement, nous voyons qu'au Mali, ça n'a pas commencé aujourd'hui, et c'est ces faits qui démontrent cela justement. Mais quand on regarde même l'atmosphère de notre système électoral, au niveau de la phase préélectorale, comme vous le savez, dans la loi électorale, avant que ça ne soit amendé, en fait, il y a la révision annuelle des listes électorales qui se fait chaque année en fin du mois, c'est-à-dire du 1er octobre au 31 décembre, que ce soit l'inscription, la radiation également, le transfert. Et dans cette disposition, nous voyons que c'est pratiquement des partis politiques qui siègent au niveau de ces commissions, souvent sont obligés d'aller chercher des personnes pour qu'ils puissent justement venir participer à la révision annuelle des listes électorales. Alors que la loi électorale malienne permet justement à ce que, non seulement si vous transférez dans un autre pays ou bien d'une commune à une autre, vous avez la possibilité d'être transféré. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y a les élections sont là, le fichier électoral est prêt dans ce sens. Et malheureusement, les citoyens n'exercent pas ce premier choix. Secondo, durant le processus, durant la campagne, comme le doyen le disait, pour qu'on puisse voter, par exemple, pour toi, très généralement, qu'est-ce que les gens font? Ils disent, bon, vous êtes obligé de venir nous donner certains ustensiles, ou bien des t-shirts, ou bien des pagnes, pour que nous puissions battre campagne. Et le jour du scrutin, et vous verrez, c'est même paradoxal, en fait, il y a des gens
qui restent, il y a beaucoup de personnes qui restent aux abords de... Ça, c'est nos observations. Nos observations que nous faisons. Tout à l'heure, Saliou disait qu'il a été témoin de cas d'achat de conscience. Est-ce que vous, en tant qu'observateur, dans vos observations, vous avez été témoin de cas d'achat de conscience ou de corruption? Nous avons été témoins de cela, mais comme vous le savez, au fait, en matière de législation, il y a certains mécanismes également, non seulement si ça n'est pas matérialisé, ou bien si la loi ne le permet pas, vous ne pourrez pas le matérialiser. Par exemple, nous avons des observateurs fixes au niveau des bureaux, mais il y a également des observateurs mobiles qui sont au niveau des centres et également au niveau de la ville dans laquelle la personne est déployée. Donc à chaque fois également, il y a ces aspects. Par exemple, il se peut que l'observateur mobile soit devant certaines personnes qui sont là, qui demandent même de façon flagrante où se trouve le parti politique ou bien le candidat qui a le plus de moyens pour moi, pour que je puisse le vendre non seulement peut-être ma carte d'électeur, ou bien la personne peut me remettre une somme assez conséquente pour que je puisse donner ma voix. Et malheureusement, il y a des personnes qui restent jusqu'à la fermeture du bureau de vote pour voir quel est le candidat qui pourra me proposer plus. Et vous savez que dans la législation également, il est interdit d'enregistrer la voix de quelqu'un ou bien de prendre la photo, c'est-à-dire l'image de quelqu'un sans son autorisation. Donc, si nous n'avons pas dans la loi, au fait, nous sommes également pour le respect de la législation, parce que si nous faisons l'observation, nous le faisons également sur la base des mesures réglementaires du pays, c'est-à-dire du Mali. Donc, nous respectons chaque détail de ce point. Donc, si nous voyons ces cas, si c'est matérialisé, nous le faisons savoir dans le cas échéant. Donc ça, c'est des recommandations. Donc pour permettre justement de plaider auprès des autorités, de plaider auprès des partis politiques pour que ce processus puisse échanger. Et une dernière chose que je disais par rapport à ces achats, de façon même subconsciente, vous voyez que pour que nos citoyens dans certains quartiers puissent aller voter, il faut que le candidat amène la voiture. Une Sotrama pour que les gens puissent rentrer pour aller voter. Donc, si la Sotrama ne vient pas, les gens ne sortent pas pour aller voter. Donc, il faut que le citoyen malien, lambda malien comprenne que, c'est-à-dire sa voix est le seul repère, la seule solution pour non seulement influer sur le choix des politiques, et également sur le choix de la société dans laquelle il vit à travers un responsable digne de son nom qui a un programme vraiment, qui a une vision pour ce pays et pour que nous puissions également être dans un état de droit, être dans un pays avec une bonne gouvernance et également avec toutes les commodités que le citoyen lambda doit avoir, ne serait-ce que le minimum. La loi électorale dispose-t-elle des garanties pour un processus électoral juste et équitable, libre de toute corruption ou toute intimidation ou toute autre manœuvre de corruption? Vous savez, la loi électorale, c'est un document également, à chaque fois qu'il y a des élections également, donc il y a lorsqu'il y a des insuffisances qui sont là, qui pourront permettre justement de l'amender. Actuellement, la loi électorale malienne a des dispositions, effectivement, par rapport à toutes ces pratiques. Mais malheureusement, comme je le disais, au fait, c'est les sanctions qui doivent être là pour justement influer sur ces dispositions qui se trouvent au niveau de la loi électorale. Donc, il est important de renforcer non seulement cette loi électorale à travers des sanctions, et que ces sanctions ne soient pas uniquement au niveau de la loi électorale, c'est-à-dire uniquement mises dans le document, mais que l'on puisse également mettre en pratique ces sanctions. Donc c'est la seule manière également qui pourra permettre d'influer positivement sur ces pratiques pour que nous puissions avoir davantage des scrutins libres, crédibles, transparents et acceptés de tous. Saliou, comment un pays comme le Mali, qui a des revenus faibles, ne peut pas avoir des lois qui garantissent un processus électoral libre, équitable pour tous? Alors, lui, il est aux sanctions, c'est-à-dire donc c'est le jour du vote ou même avant la campagne. Chaque fois qu'on constate qu'il y a des violations de la loi électorale, il parle de sanctions. Moi, je me situe toujours un peu en amont. Avant, vraiment, c'est faire du citoyen malien un citoyen comme il faut, qui connaît ses droits, ses devoirs
et qui sait ce que représente le vote. Si d'aventure on devait appliquer les sanctions, il vient de prendre l'exemple d'électeurs qui viennent dans le minibus pour voter. Si les sanctions étaient prises, donc ceux-là, ils ne voteront pas. C'est évident. Ils ne voteront pas. Parce qu'ils ne trouvent pas suffisamment d'incitation à aller voter pour eux-mêmes. L'incitation vient d'ailleurs. Un candidat qui achète leur vote. Si on met une barrière à ça, donc ils ne voteront pas. Ça veut dire que nous sommes partis pour avoir des taux extraordinairement bas. C'est pour ça que j'insiste, c'est le travail en amont. Conscientiser les Maliens, les sensibiliser qu'ils appréhendent la valeur du vote, la valeur du choix qu'ils vont faire pour l'avenir donc du pays, de leur pays. Les autorités, les partis politiques, les électeurs sont-ils tous conscients des effets néfastes de ces pratiques sur le processus électoral? J'imagine. On en est tous conscients. Mais alors pourquoi ça ne change pas? Ça ne change pas. Pourquoi ça ne change pas? Ça veut dire certainement qu'il y a des personnes, des organisations qui n'ont pas suffisamment assumé leurs responsabilités. Les partis politiques sont investis également du devoir d'éduquer les électeurs. Est-ce qu'ils l'ont fait? Ils pourront peut-être répondre qu'ils n'ont pas eu suffisamment de moyens pour le faire. Mais moi, je me souviens en tout cas que beaucoup d'argent a été distribué aux partis politiques, même si d'autres peuvent dire que c'est insuffisant. L'argent de l'État pour éduquer les populations au sens civique, au sens du vote, les conscientiser. Sur 30 ans, rien ne s'est passé. Je crois qu'il est grand temps qu'on fasse le diagnostic et que des programmes soient mis en œuvre pour corriger ça. Et encore une fois, tant que les populations n'appréhenderont pas le sens du vote, ces pratiques-là vont continuer. Mais qui doit faire ce travail pour que la population soit appréhendée? L'État, les partis politiques, les organisations de la société civile, nous tous finalement. D'accord. La loi électorale permettra-t-elle d'annuler les résultats de l'élection en cas d'achat de vote? En termes d'annulation, je pense que c'est l'autorité indépendante de gestion des élections ou bien la Cour constitutionnelle donc, qui a la possibilité de faire annuler. Donc ça, cette disposition dans la loi électorale, je n'ai pas en connaissance présentement, parce que je n'ai pas en connaissance de toute la loi électorale également de ce fait, mais comme je le sais, c'est la Cour constitutionnelle donc, qui pourra, ou bien la loi, c'est-à-dire l'EJ, qui a la possibilité justement de faire annuler ou bien de réformer justement les résultats de ces scrutins. En période électorale, quels sont les moyens qui sont mis en place pour prévenir ces cas de violation, de corruption et de violation de la loi électorale dont vous avez parlé? D'accord. Donc, au niveau des médias, il y a le comité national d'égal accès aux médias d'État, donc justement qui est mis en place pour faire respecter le temps de parole des candidats. Donc à ce niveau et tout ce qui va avec les médias, donc il y a cette disposition. Au niveau également des autres aspects, donc comme je le disais, donc c'est l'autorité indépendante de gestion des élections, parce qu'en son temps il y avait des organes de gestion des élections, mais actuellement nous avons une autorité indépendante de gestion des élections. Donc c'est le rôle de l'autorité indépendante de gestion des élections de pouvoir réguler tous ces mécanismes.
Est-ce que ces pratiques sont notées dans les rapports des missions d'observation? Bien évidemment. Au fait, l'objectif justement de l'observation électorale, c'est de pouvoir observer, d'alerter justement sur des insuffisances et également de féliciter ou bien d'alerter pour pouvoir renforcer certains dispositifs. Donc justement, nous sommes là. Notre rôle, c'est justement de veiller au respect de toutes ces dispositions. Donc, faire des recommandations à tous les acteurs, que ce soit le gouvernement, que ce soit les candidats ou les partis politiques, également les organisations de la société civile, même au-delà de cela, également les partenaires techniques et financiers qui accompagnent l'État sur le processus électoral. Donc nous observons l'ensemble du processus donc pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui peut être renforcé dans les jours à venir pour la bonne tenue des scrutins libres, crédibles, transparents et acceptés de tous. Saliou Kouro, est-ce que toutes les parties sont sincères dans les organisations des élections? Est-ce que chacun joue réellement son rôle qui est le sien? Difficile de répondre oui. Pourquoi? Parce que si nous sommes d'accord que ce sont ces partis-là, l'État, les organisations, les partis politiques, les organisations de la société civile, les agents, comment on les appelle? Les agents électoraux, ouais, les observateurs, c'est la société civile, je crois, les agents électoraux, il y a peut-être un manque de sincérité quelque part, si vraiment ça ne s'améliore pas. Mais encore une fois, difficile de dire où se situe le plus grand tort. Mais dans le cas des partis, on pourrait dire facilement peut-être que, bon, alors, là, c'est une compétition. S'il n'y a pas suffisamment de mesures dissuasives, il n'y a pas de sanctions, dans une compétition, la tentation est grande de vouloir frauder, de vouloir voler pour gagner. Et là, je crois que le responsable, c'est l'État, ce sont, et ses démembrements, les agents électoraux. Dans le cadre du projet de constitution, alors, le cadet Traoré parlait tout de suite de la mobilisation des agents de l'État pour aller prêcher la bonne parole auprès des électeurs, c'est ça? Je crois qu'il disait que c'était répréhensible au regard de la loi électorale. J'ai juste une question pour lui, mais dans ce cas précis, qui est porteur du projet de constitution? C'est le gouvernement? Oui, le gouvernement est porteur du projet de constitution, mais il faut faire la part des choses. Le gouvernement est porteur, mais l'administration n'est pas porteuse, justement. C'est-à-dire les agents de l'État, et également les moyens de l'État, justement, ne doivent pas faire de telle sorte que cela influe. Et je le dis, je le répète encore, c'est l'alinéa que j'ai cité au niveau de la loi électorale, que vous me permettrez de lire encore une fois, l'article 83 au niveau de l'alinéa D, où on dit que sont également interdites les faveurs administratives faites par un candidat quelconque. Et ici, le candidat, c'est le candidat ici, c'est soit le oui ou bien le non. Et justement, si on demande justement à ces agents administratifs pour aller prêcher la bonne parole pour le oui, ça veut dire qu'il y a une faveur également qui est faite pour une partie. Donc justement, ça c'est des cas qui ne doivent pas arriver. Voilà. Vous parlez de faveur, les messages qu'on voit dans les téléphones qu'on envoie au nom de la coordination pour le oui, on ne voit pas des messages pour la coordination du non. Est-ce que ces pratiques doivent être nécessairement lues en cas d'élection au Mali? Bon, honnêtement parlant, je ne connais pas les critères, également les politiques, les règlements en matière de téléphonie. Mais je pense qu'un prestataire téléphonique, un prestataire mobile, je pense qu'il fait une prestation. Donc tant qu'il fait une prestation, je pense que si les réglementations le permettent, moi je ne vois pas d'inconvénient. Mais encore une fois, je ne connais pas toutes les réglementations en la matière pour savoir si justement un candidat décide d'aller
vers un prestataire pour aller acheter justement ces services et que ce service lui doit être vendu ou pas et quelles sont les mesures, quelles sont les dispositions qui sont là justement pour la vente de ces prestations. Alors, quelles pourraient être les conséquences de la corruption sur les résultats de scrutin? Les conséquences, nous le savons, c'est la crise post-électorale. Un des exemples les plus probants, c'est les élections législatives de 2020. Donc, quand les résultats ont été contestés, nous avons vu la suite. Donc, ça peut amener justement à la crise post-électorale et que Dieu nous en garde parce que la crise post-électorale peut amener à beaucoup de choses. Donc, vous avez vu que nous sommes plus... Nous sommes dans une période de transition et justement liée à la période post-électorale à travers des élections contestées. Donc, les élections contestées, la corruption peut amener justement à des élections contestées. Je ne dirais pas que pour 2020, c'était juste lié à la corruption. Je ne suis pas dans le secret des détails, mais qu'à cela ne tienne, je parle de la généralité. C'est-à-dire, quand il y a corruption, il peut y avoir conséquences. Et quand il peut y avoir une crise. Et quand il y a crise, ça peut nous amener également à des situations de crise dans le pays, et des violences et également une période de transition comme nous le vivons actuellement. Saliou Guiro, partagez-vous les mêmes explications, les mêmes idées que lui? Oui, la fraude, la corruption, le résultat, c'est ça, la contestation après l'élection. Les crises post-électorales. J'espère que nous n'en connaîtrons pas pour ce qui concerne la Constitution, parce que là, ce n'est pas une compétition entre des partis politiques. Il s'agit de voter pour une loi fondamentale qui va offrir un cadre pour la marche du pays dans les années à venir. C'est vrai, c'est important, mais ça ne déchaîne pas les passions comme si c'était une élection entre des partis politiques ou des candidats de partis politiques. J'espère que cela n'arrivera pas. Qu'est-ce qu'il faut selon vous pour éviter les risques de corruption au cours du référendaire qui verra bientôt le jour? Je note quand même qu'il y a un changement fondamental pour cette élection que nous allons vivre. C'est qu'il y a une structure unique qui a été mise en place, l'EJ, qui va faire son baptême de feu. Il faut espérer que ça se passera mieux que, en tout cas, les dernières élections qui nous ont amenés dans cette transition. L'EJ, qui est une structure dotée de ressources humaines, de ressources matérielles, installées sur l'ensemble du territoire, on peut penser que ça pourrait améliorer les choses. D'accord. Salia, dans vos rapports de mission, quelles sont les solutions que vous proposez pour endiguer les cas de corruption? Donc, renforcer davantage le cadre légal, à savoir la loi électorale et également toutes les autres législations en vigueur en matière électorale pour permettre justement d'endiguer cette pratique et sensibiliser. Ça, c'est pour les premiers acteurs, à savoir le gouvernement. Pour les organisations de la société civile et les partis politiques, c'est de continuer de sensibiliser les citoyens sur les conséquences justement de ces achats de conscience sur la vie de la nation et également permettre à ce que ce changement puisse prospérer parce que c'est un travail de longue haleine. Malheureusement, il ne faut pas que nous nous décourageons. Il ne faut pas que nous nous décourageons. C'est des choses qui sont là de façon perpétuelle. Et nous devons continuer davantage pour permettre justement de changer les mentalités dans les jours, dans les années à venir pour avoir un pays de paix, un pays de référence au niveau de la sous-région et pourquoi pas dans le monde. C'est possible. Vos rapports de mission sont déposés à quel niveau? Les rapports de mission sont déposés à tous les niveaux et c'est adressé à tous les acteurs, que ce soit les hommes de médias, le gouvernement, les partis politiques, les organisations de la société civile, les
partenaires techniques et financiers. Et c'est un document également qui est ouvert à tout le monde, donc notamment sur nos différentes plateformes, Facebook, également le site web www.cosem.ml. Les citoyens trouveront toute la documentation de la COSEM. Salut Guiro, en 30 secondes, la lutte contre la corruption est-elle possible en période électorale au Mali? Oui, bien sûr, c'est difficile, mais c'est possible. En faisant comment? Encore une fois, là, il faut déjà que le dispositif législatif permette de sanctionner. Et donc la dissuasion est très importante. Et il faut de la vigilance pendant les élections. D'accord. C'est sur ce mot de Saliou Guiro que prend fin ce grand dialogue qui réfléchit sur la corruption, achat de conscience, ces pratiques qui minent nos élections. Et nous étions avec Saliou Guiro, membre de la plateforme Facilitation de la libre circulation des personnes et des biens, Sira Diara, Salia Kariba Traoré, coordinateur de projet à la coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali. Bien sûr, Diolo Sissé, coordinateur de l'EJ de Yuroso, qui est resté injoignable durant toute cette émission. Ce débat a été réalisé par Mariam Koulibaly, à la régie vidéo et mise en onde Mamadi Keita et Adjaratou Traoré. À la présentation, je suis Mrana Kilomaïga. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.